Bonjour, aujourd'hui on va parler des dysfonctionnements du système immunitaire. Donc on va voir que bien que son rôle initial soit de nous protéger contre les micro-organismes, notre système immunitaire peut parfois nous causer des petits soucis. Il peut nous causer des problèmes, des fois c'est des problèmes qui sont somme toute bénins, une allergie au pollen par exemple, ou des fois ça peut être très dangereux, ça peut causer même la mort avec les rejets de greffe, avec des maladies auto-immunes. Donc on va aller voir les différentes catégories de dysfonctionnement qui existent. Il y en a 4, puis certaines d'entre elles, de ces catégories-là, se subdivisent par la suite en sous-catégories. Donc, les hypersensibilités, l'exemple le plus simple, ce sont les allergies. On peut le voir sur le dos de la personne sur l'image de droite. Donc, on fait un test, un prick test. Okay? Donc, on vérifie contre quel allergène la personne a des réactions. Donc, on voit par exemple, quand c'est inflammé, la personne a réagi à ces allergènes-là. Donc, il est allergique. Ça veut dire que son système immunitaire réagit fortement, et dans le fond même de façon exagérée, à des molécules qui devraient être inoffensives. Donc, hypersensibilité. Les maladies auto-immunes. Donc, quand votre système immunitaire s'attaque à vos propres protéines, à vos propres antigènes. Okay? Ce qu'on appelle les antigènes du soi. Okay? Parce que normalement, on devrait s'attaquer seulement aux protéines, aux molécules, aux glucides ou polysaccharides étrangers, mais parfois, notre système immunitaire laisse s'échapper des cellules autoréactives, puis notre corps s'attaque à nous-mêmes. Donc, on verra plusieurs exemples là-dessus. La troisième, c'est la réaction liée au HLA. Okay, le HLA, c'est l'équivalent de la protéine du CMH. On va voir que les CMH, ce sont les protéines qui ont le plus de diversité au sein de l'espèce humaine. Donc, on hérite de plusieurs gènes CMH de nos parents. Moi, j'en ai reçu de mon père, j'en ai reçu de ma mère, mais je reçois une combinaison des deux. Donc, je vais exprimer des protéines différentes. Donc, même mes parents, il est possible que je n'ai même pas, que je ne puisse pas recevoir un organe de mes parents ou à l'inverse, okay, que moi, je puisse donner un organe à mes parents parce que la composition génétique de nos CMH ne serait pas nécessairement la même. On verra les différents types de greffes liés à ça. On va voir par la suite les immunodéficiences. Immunodéficience se subdivise en deux catégories, immunodéficience primaire et secondaire. Primaire, c'est lorsque c'est génétique. Secondaire, c'est quelque chose qui vous arrive plus tard. Okay? Par exemple, la prise de médicaments ou une infection à VIH. On va revenir sur tout ça avec des exemples plus précis. Donc, si on compare le fonctionnement normal versus pathologique du système immunitaire, bien, normalement, on ne devrait pas avoir de réaction face à des molécules inoffensives, okay? Du pollen, des protéines de salive de chat, des aliments comme les arachides, les œufs, etc. On devrait pouvoir éliminer ce qui est un danger réel pour nous, donc les micro-organismes. Puis, dans un monde idéal, ne pas avoir de réaction contre nos propres protéines. Mais, parfois, le système immunitaire va être déréglé, va avoir un fonctionnement pathologique. Donc, on va réagir fortement contre des substances inoffensives, encore une fois les arachides, le pollen, etc. Réaction insuffisante, donc des immunodéficiences. On devrait réagir contre des micro-organismes, on ne le fait pas. Donc ça peut être dangereux. Puis, parfois, on va réagir contre notre propre corps. Donc, on va l'attaquer, on va le détruire, on va provoquer des dérèglements et ça va donner des maladies auto-immunes. On commence. On va voir l'hypersensibilité pour commencer et vous allez remarquer qu'elle est subdivisée en 4 types d'hypersensibilité. Et chacun de ces types d'hypersensibilité-là est dû à une composante spécifique du système immunitaire. Par exemple, les types 1, ce sont les IgE qui sont responsables des hypersensibilités de ce type-là. Donc, les allergies, l'asthme vont être là-dedans. Type 2, IgG ou IgM. Souvent, ça va être des réponses d'hypersensibilité contre des antigènes qui nous appartiennent. Donc, vous allez remarquer que dans les hypersensibilités de type 2, on va retrouver beaucoup d'exemples de maladies auto-immunes. Donc, on peut les classer dans l'hypersensibilité, mais aussi dans les maladies auto-immunes. Pas toutes, mais certaines. La troisième, c'est les complexes immuns. Un complexe immun, c'est ce que vous voyez ici. C'est quand plusieurs anticorps se lient à une série d'antigènes et que ce complexe immun-là va se déposer à quelque part dans votre corps. Encore une fois, il y a certaines maladies auto-immunes qui sont des
réactions d'hypersensibilité de type 3, comme l'arthrite rhumatoïde par exemple. On va voir aussi que parce que normalement, j'ai oublié de le dire, ces complexes immuns-là, ça peut être de l'agglutination, ça peut être de la précipitation, ça devrait être éliminé par les phagocytes. Les macrophages neutrophiles devraient les éliminer, mais parfois, ils ne le font pas et ces complexes immuns-là se déposent dans les tissus, dans les articulations, dans les reins, donc ça peut causer plein de problèmes, dans les poumons aussi. Type 4, donc ça ici c'était les complexes immuns. Puis l'hypersensibilité de type 4, elle, on va dire que c'est l'hypersensibilité retardée parce qu'elle prend du temps à se développer. Okay? Ça prend une journée ou deux et ce seront entre autres les cellules T qui auront un rôle à jouer ici. Donc ça, là, c'est plus les anticorps qui provoquent la réaction, ce sont les cellules T. Les IgE, ou l'hypersensibilité de type 1, on l'appelle l'hypersensibilité immédiate parce que ça se développe rapidement. Moi, par exemple, je suis allergique au chat. Si je vais chez quelqu'un, je ne vois pas le chat. Okay? Je ne le vois pas, je ne sais même pas qu'ils en ont un, mais en dedans de 15 minutes, je vais savoir qu'il y a un chat dans la place. Parce que mes yeux vont commencer à piquer, je vais commencer à éternuer, à avoir le nez qui coule, peut-être des réactions cutanées. Donc, je vais le savoir. Mon corps va détecter la présence du chat avant même que moi je l'ai vu. Donc là, vous vous demandez quoi écrire. Donc ça serait les allergies là, sur la petite ligne. Donc, c'est vraiment la composante à la base de ça, c'est vraiment les IgE. Et n'oubliez pas le rôle des basophiles et des mastocytes. Les mastocytes, par exemple, donc on a le noyau, puis on a les vésicules qui contiennent de l'histamine. On capte les anticorps IgE qui eux-mêmes ont capté des allergènes et les mastocytes, par la suite, libèrent de l'histamine. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça provoque l'inflammation. Parce que normalement, une réaction comme celle-là se produirait face à un gros parasite. Donc, on voudrait créer de l'inflammation pour attirer des cellules immunitaires dans cet endroit-là. Mais là, tout ce que les cellules immunitaires vont trouver, c'est du pollen, puis ça ne les dérangera pas trop. Dans les pires cas d'allergie, on peut avoir un choc anaphylactique. Donc, on peut avoir un problème de pression sanguine, on peut avoir un problème respiratoire. Donc, on peut devenir tellement enflé que les voies respiratoires sont bouchées. Donc, à ce moment-là, les gens qui ont, disons, un risque de choc comme ceux-là, si vous êtes allergique aux arachides, aux fruits de mer, aux piqûres d'abeilles, bien, vous devriez normalement avoir sur vous, idéalement, une épipène. Puis là, toutes les fois que je donne ce cours-là, normalement, je demande aux élèves, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui souffre d'allergie comme celle-là et qui a une épipène? Parfois, il y a quelqu'un qui lève la main et je leur demande, où est ton épipène? Est-ce qu'elle est avec toi? Là, ils me disent non. Là, je leur demande où? Elle est dans mon casier. OK, si tu fais un choc anaphylactique parce qu'il y a quelqu'un dans la classe qui a mangé des arachides, puis là, tu es en train d'étouffer, comment on fait nous autres pour trouver, de 1, ton casier, de 2, avoir la combinaison pour ton casier, de 3, trouver l'épipène dans ton casier, ou même principe, il y en a qui me disent, ah, mon épipène est dans ma voiture. OK. Où sont tes clés? Est-ce que tes clés sont dans ton casier, dans ton manteau? Donc là, ça me prend ton numéro de casier, ton numéro de cadenas, il faut que je trouve tes clés, puis il faut que je trouve ta voiture dans le stationnement, si elle est dans le stationnement. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement les meilleures stratégies que de garder une épipène à un endroit où, par exemple, si vous avez besoin d'aide, que les personnes puissent vous aider rapidement. Donc, il faut idéalement la traîner avec vous dans un sac, peu importe, ayez-la avec vous. Donc, les allergènes, c'est quoi? Donc, ça, c'est pas important. Ce sont généralement des protéines solides d'environ 10 à 40 kg Dalton. Ça, c'est la taille relative des protéines, c'est pas important. Ce que l'on peut retrouver comme allergène, donc on a des pneumallergènes, donc des allergènes que vous allez inhaler. Le pollen, c'est l'exemple le plus commun. Quand on pense à l'été, il y a des gens qui aiment bien l'été, mais il y a des gens pour qui ça signifie herbe à puce, allergie aux graminées, etc. C'est pas mal moins le fun. On a les trophallergènes, donc dans la nourriture, encore une fois, fruits de mer, les œufs, ça peut être les produits laitiers. J'en ai vu, depuis que j'enseigne, il y a tout le temps plein d'allergies bizarres là, que les gens me disent, aux fraises, aux poires, j'ai vu aux ananas, aux kiwis. Donc, aux arachides, ça, et les noix, là, c'est évident aussi. Là. Mais j'ai vu toutes sortes d'allergies. Et même tantôt, plus tard, je vais vous montrer qu'on peut développer des allergies à certaines viandes, entre autres le bœuf. Il y a des allergies aux médicaments, le plus connu, la pénicilline. Un de mes garçons a fait des réactions à la pénicilline.
Puis c'est quand même une allergie relativement commune. Okay? Il y a plusieurs personnes là, qui sont allergiques à la pénicilline. On peut aussi être allergique à certains types de champignons, donc soit les spores qui vont être produits, et certains venins. Le plus connu ici, c'est le venin d'abeille. Puis il y a des gens aussi, en fonction de leur métier, qui peuvent avoir des allergies. Donc, par exemple, une coiffeuse pourrait avoir des réactions allergiques à certaines teintures. La peinture pour un carrossier, allergie chez un mécanicien sur une machine agricole, donc ça peut être des produits, par exemple, d'entretien des véhicules. Allergie au ciment, okay, pour un maçon. Regardez, ça fait quand même des lésions assez importantes. Puis les résines d'époxy. Donc, les gens, malheureusement, en fonction de leur métier, vont être exposés à différentes substances, différents produits qui peuvent être irritants et qui peuvent entraîner des allergies. Je parlais de l'allergie à la viande. Regardez bien ça. Dans certaines régions aux États-Unis, un petit peu plus au sud, donc ce n'est pas une tique qui est ici présentement, mais cette tique-là, si elle vous pique, okay, elle va entraîner, ça c'est important, une réaction croisée. Donc, rappelez-vous, les réactions croisées, c'est que vous êtes immunisé contre quelque chose, mais les cellules ou les anticorps produits lors de cette réaction-là vont aussi réagir contre une autre molécule. Puis parfois, ça peut être néfaste. On peut avoir une réaction croisée. Si vous vous rappelez, dans le chapitre sur les vaccins, on avait vu que Jenner, okay, son vaccin était un peu basé là-dessus, sur une réaction croisée. Donc, on se faisait vacciner avec un virus de la vaccine, qui est un virus retrouvé chez la vache, et on avait une réaction croisée qui nous permettait maintenant d'être résistant, d'être immunisé contre la variole. Ça, c'est positif. Mais dans ce cas-ci, vous vous faites piquer par la tique, elle provoque une réaction croisée, okay, avec le alpha-gal, qui est un glucide retrouvé dans les cellules animales, le bœuf, le porc, mais on ne retrouve pas ce glucide-là, dans la volaille, le poisson, le singe et l'humain. Ce qui veut dire que même si vous êtes piqué par la tique, donc vous seriez allergique, par exemple, au bœuf, au porc, mais vous pourriez continuer à manger de la volaille, du poisson. Là, singe et humain, j'ose espérer qu'on n'en viendra pas là à manger ça, mais ce sont des viandes qui pourraient être consommées, même si on est allergique. On ne le saura jamais, j'espère. Les symptômes, donc, c'est l'urticaire, démangeaisons, vomissements, diarrhée et choc anaphylactique possible, donc un beau cocktail de symptômes allergiques. Cette tique-là se retrouve présentement, là, surtout dans les États plus du sud des États-Unis, par exemple au Texas, là où les gens adorent le barbecue, adorent le bœuf. Donc, c'est peut-être plus un drame dans ces régions-là. Je pense que je pourrais vivre en me contentant de volaille et de poisson. Donc maintenant, les allergies et la génétique, ben, il y a un rôle entre les deux. Si un de vos parents a des allergies, ben, l'enfant peut avoir 30% de chance lui aussi d'avoir la même allergie. Puis si les deux parents ont la même allergie, vous avez 50% de chance d'avoir cette allergie-là. Mais là, on ne peut pas mettre sur la génétique la responsabilité concernant toutes les allergies. Il y en a trop. Les allergies, il y en a de plus en plus, donc il faut qu'il y ait quelque chose d'environnemental qui entraîne cette réaction-là. Tu sais, je veux dire, moi j'ai grandi dans les années 80. Honnêtement, je ne me rappelle même pas s'il y avait des gens allergiques dans ma classe. Il n'a jamais été question de ne pas amener d'arachide ou de sandwich au beurre d'arachide dans mes classes. N'importe quoi, des œufs. Il n'y avait pas de restriction comme telle. Maintenant, avec mes enfants, quand on arrivait par exemple à la garderie, pour chaque groupe, il y avait une liste de noms et chaque nom parfois avait une ou deux allergies. C'était spectaculaire. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas juste au niveau génétique. L'être humain n'a pas muté génétiquement depuis les 30-40 dernières années. Il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement aussi qui fait en sorte que les gens ont plus d'allergies. Est-ce que c'est la pollution, des produits chimiques, etc., qu'on utilise soit dans la nourriture, dans l'environnement, des pesticides, peu importe, nommez-les, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Oui, il y a la génétique, mais ce qui se passe dans l'environnement a un rôle à jouer aussi. Il y en a trop maintenant. Le test cutané, donc, pour déterminer si oui ou non vous avez une allergie, donc, souvent, on va faire ça sur l'intérieur du bras. On va faire plein de petites marques avec un crayon, puis à côté de chaque marque, on va piquer avec un allergène. On va aussi mettre un contrôle positif de l'histamine et une saline comme contrôle négatif. Donc, pour comparer, dans le fond, le contrôle positif, donc la petite bosse, l'inflammation qui va se créer à côté de l'histamine,
mais on va pouvoir comparer ça avec les divers allergènes qui sont testés. Donc, ça va provoquer ou non une forme d'inflammation, donc ça va gonfler, ça va rougir. Donc, on va pouvoir à ce moment-là détecter les allergies. C'est le même principe que l'image du départ, là. Donc, sur le dos de la personne, là, on a voulu vraiment en tester beaucoup, on s'entend là-dessus, là, pour qu'on le fasse sur le dos, mais généralement, on va en tester une dizaine sur l'intérieur du bras. Ça, c'est particulier, les allergies et relations sexuelles. Par une relation sexuelle, on pourrait transmettre des allergènes. Exemple, un homme consomme, mange des noix du Brésil ou est sous antibiothérapie, prend de la pénicilline. Eh bien, dans le sperme, on pourrait retrouver des traces ou bien des noix du Brésil ou bien de la pénicilline. Ce qui fait en sorte que si le conjoint ou la conjointe est en contact avec ces substances-là et qu'elle est allergique, bien, elle pourrait avoir une réaction allergique suite à la relation sexuelle parce que les allergènes passent à travers le sperme. Ça, c'est des allergènes qui ont, dans le fond, qui ne proviennent pas de la personne elle-même. Mais il y a des personnes, hommes ou femmes, qui pourraient être allergiques directement à des molécules produites dans le sperme. Donc, entre autres, ça proviendrait du liquide séminal. Et ce que ça pourrait entraîner comme symptôme pour la personne, l'exemple que je donne, c'est pour une fille. Donc, un prurit vaginal isolé qui peut être confondu avec une mycose. Donc, après une relation sexuelle, dans la journée, le lendemain, la personne pourrait constater des écoulements anormaux et pourrait penser justement que c'est peut-être une vaginose ou quoi que ce soit, mais dans la réalité, c'est peut-être une réaction allergique à la présence de sperme dans la cavité vaginale. Puis une des causes possibles, regardez bien, ça c'est quand même spécial, là, c'est encore une fois une réaction croisée, mais la réaction aurait été causée par un allergène présent sur le poil des chiens mâles. Donc, la femme, par exemple, aurait été contaminée, pas contaminée, mais aurait été mise en présence de ces protéines-là, donc simplement en flattant son chien ou peu importe, et elle développe une réponse immunitaire contre ces protéines-là. Pas de problème. Mais par réaction croisée, puisque les protéines du chien ressemblent aux protéines retrouvées dans le sperme, bien, elle aurait une réaction croisée et développerait une réaction comme celle-là. Donc, il y a des allergies qui peuvent découler d'une relation sexuelle. Maintenant, supposons que vous voulez traiter une allergie. Vous êtes affecté par le rhume des foins, puis chaque été, ça devient un véritable calvaire, donc vous voulez régler ça. Ou, par exemple, vous aimez les chats, mais vous êtes allergique, puis vous rêvez d'avoir un chat, donc vous pouvez vous faire traiter contre une ou l'autre de ces allergies-là. Il y a plusieurs stratégies employées, mais l'idée avec ça, c'est d'augmenter dans votre corps la quantité d'IgG au détriment des IgE. Parce que les IgE, ce sont eux, à la base, qui sont responsables des allergies. Mais si on réussit à faire diminuer le nombre d'IgE et d'augmenter le nombre d'IgG contre ces allergènes-là, donc soit du pollen quelconque ou des protéines de salive de chat, donc on finirait par bloquer la réaction. Je vais vous faire un petit dessin pour l'illustrer peut-être un petit peu plus clairement. Donc, par exemple, si vous avez un mastocyte ici, puis, bon, vous avez les allergènes qui entrent dans le corps. On va dire du pollen, par exemple. Donc, il y a plein de petits allergènes. Normalement, ce qui arriverait, c'est que vous auriez un anticorps IgE qui capterait les allergènes et l'anticorps serait capté par le mastocyte. Puis le mastocyte, par la suite, ben lui, libérerait son histamine. Ça serait la normale. Mais supposons qu'on vous injecte l'allergène, donc il ne passe pas par vos voies respiratoires, mais il passe bien par votre sang. En passant par le sang, vous allez produire beaucoup d'anticorps, mais des anticorps IgG. Donc, ce qui va arriver, c'est que si vous êtes en présence de l'allergène, ce sont les IgG qui vont capter l'allergène avant que les IgE ne le fassent. Et comme le mastocyte ne reconnaît pas les IgG, eh bien à ce moment-là, les antigènes sont neutralisés. Le mastocyte ne les reconnaît pas, donc il n'y a pas de libération d'histamine. Donc c'est ça qu'on veut faire dans des traitements d'immunothérapie comme ceux-là. Donc si vous regardez le graphique à droite,
Donc, au départ, une des stratégies, c'est de vous injecter les allergènes. Donc, au départ, ça peut être à toutes les 2 semaines. Éventuellement, on va espacer l'injection. Donc, au départ, ça se peut, quand on vous injecte les trucs, vous allez réagir. Ce ne sera peut-être pas le fun. Donc, vos IgE au départ vont augmenter. C'est la ligne verte que vous voyez. Mais éventuellement, il va y en avoir de moins en moins parce que les cellules que l'on va stimuler en injectant l'allergène dans le sang vont commencer à produire plus d'IgG et non pas des IgE. Donc, encore une fois, éventuellement, ce qui pourrait arriver, ce que l'on souhaite, c'est que les IgG donc captent tous les allergènes, puis à ce moment-là, les IgE n'auront plus de travail à faire. Autre stratégie, ça, un de mes garçons le fait, c'est prendre des petits comprimés d'un médicament qui s'appelle Oralair. Dans le fond, l'Oralair, c'est quoi? C'est un comprimé qui est rempli d'allergènes. Fait qu'encore une fois, on combat le feu par le feu. Là. Donc, mon garçon prenait un comprimé, je ne sais plus si c'était à tous les jours, là, pendant le mois de janvier, par exemple, donc quelques mois avant l'arrivée de l'été. Il mettait ça sous sa langue, puis, dans le fond, ça se dissolvait, puis ça provoquait la réaction ou la production d'IgG dans son corps. Honnêtement, c'était vraiment très cher, ce produit-là, en plus. Fait que je trouvais ça cher là, pour des pilules de gazon, là, dans le fond, de pollen compacté. Mais bon, ça a eu un effet. Ses symptômes sont moins pires. Je ne vous dirais pas qu'il est guéri. Là. Il prend encore des médicaments contre les allergies pendant l'été, mais c'est quand même tolérable maintenant. Donc, il y a des moyens de traiter ça. Puis, parmi les maladies les mieux traitées, on a le rhume des foins, ça fonctionne bien, et le venin d'abeille. Puis on s'entend que le venin d'abeille, c'est le fun qu'on ait un traitement qui puisse fonctionner comme ça, parce que si on sait que c'est pas une maladie, mais une allergie qui pourrait être mortelle, bien, de savoir qu'elle peut être traitée, c'est intéressant. Donc ici, c'est un petit mime intéressant. Quand le système immunitaire envoie votre corps en choc anaphylactique en raison d'une allergie aux arachides, là, tu as les cellules comme les basophiles qui se disent qu'ils ont sauvé le corps, mais bon, ils ont plus foutu le bordel que d'autres choses. Hypersensibilité de type 2, donc dans ce cas-ci, IgG, IgM sont en cause. Il peut y avoir une attaque cellulaire ou une cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Donc, les cellules sur lesquelles les anticorps se fixent pourraient être détruites. Ça ici, c'est pas important. Là. Un exemple d'hypersensibilité de type 2, c'est que si je vous donne du sang qui n'est pas du bon type, donc moi je suis B+, puis si on me donne du A, bien, il va y avoir une attaque contre ces globules rouges-là. Mais on va voir d'autres exemples aussi. Donc, si on regarde normalement, rappelez-vous là, la notion d'opsonisation, par exemple. Donc, si vous avez un micro-organisme ici, donc une bactérie, sur laquelle on a des protéines, par exemple C3A et des anticorps, donc le phagocyte, macrophage, par exemple, ou neutrophile, vient s'y fixer, donc reconnaît cette bactérie-là parce qu'il a été, donc il y a eu une réaction d'opsonisation, donc il a été attiré par ces molécules-là, on phagocyte et on détruit. Ça, c'est une réaction normale liée au neutrophile. Mais dans l'hypersensibilité de type 2, là, il y a un bug. Imaginez si les anticorps, par exemple, se fixent sur des tissus qui vous appartiennent. Le macrophage ou le neutrophile arrive, puis là, qu'est-ce qui arrive? Moi, je trouve ça comique comme nom. Là. Il se passe un phénomène qu'on appelle la phagocytose frustrée. Donc, le tissu est trop gros pour être phagocyté, donc le neutrophile se fâche et va libérer des substances qui vont détruire les tissus. Il n'y a pas le sens de l'humour, le neutrophile, donc s'il n'est pas capable de phagocyter, il va détruire les tissus. Donc ça, c'est une réponse d'hypersensibilité. L'exemple peut-être le plus classique, puis un peu triste aussi, c'est la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, lorsqu'un enfant de groupes sanguins différents de sa mère, surtout au niveau du facteur rhésus, se fait attaquer par les anticorps de la mère. Donc, l'enfant qui est ici, la petite fille est sûrement rhésus plus, sa maman était rhésus moins. Donc, ce qui se produit, pour qu'un enfant soit attaqué à ce point-là, on ne connaît pas l'histoire en détail, mais je vais extrapoler. Par exemple, lors d'une première grossesse, puis vous le voyez ici, là, pendant la première grossesse, même si le bébé est de groupe sanguin différent de sa mère, donc la mère est RH-, le bébé est RH+, il n'y a pas d'échange sanguin entre la mère et le bébé. Oui, la mère fournit des éléments nutritifs au bébé, lui fournit des anticorps, lui fournit de l'oxygène, puis le bébé lui donne ses déchets, mais le sang, donc les globules rouges, ne passent pas à travers le placenta.
Donc, la première grossesse, généralement, même si le groupe sanguin est différent, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui arrive, par exemple? Je donne un exemple. Okay? Puis je suppose que vous allez bien me voir. Donc, supposons, OK, quand ma blonde, moi, était enceinte, OK, le bébé, notre bébé, était en siège. Donc, il avait la tête vers le haut, il ne se retournait pas, la tête vers le bas. Donc, on est allé, je pense que c'était au CHIO ou à l'hôpital général, mais je ne me rappelle plus honnêtement. Puis, on a essayé de, je dis on, comme si j'étais impliqué là-dedans. Donc, ma blonde a essayé la version, donc, il y a un médecin qui a essayé de faire tourner le bébé. OK? Donc là, la tête du bébé est ici, puis le médecin a vraiment poussé, on voyait la tête du bébé se tasser, le point du médecin qui rentrait dans le ventre de ma blonde. Ma blonde qui n'avait pas l'air d'avoir beaucoup de plaisir. OK? Donc, on voyait la tête bouger, puis éventuellement, ça s'est replacé. OK? Donc, on a abandonné le projet, puis on a opté pour la césarienne. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé en faisant ça? Il faut être conscient qu'on a peut-être créé des petites lésions au niveau du placenta. Donc, il serait possible que du sang de l'enfant entre en contact avec le sang de la mère. Et pour éviter qu'il y ait une catastrophe, ma conjointe a reçu une injection de Winro. Le Winro, c'est un médicament fait à base d'anticorps monoclonaux qui vont venir bloquer, masquer les antigènes présents sur les globules rouges. Donc, par exemple, mon fils a des globules rouges, puis supposons qu'il est, on va dire, B+, ma conjointe est O-, donc ma conjointe pourrait reconnaître ces protéines-là. Mais avec le Winro, c'est comme si on venait cacher ça et le système immunitaire de la femme ne peut pas les reconnaître. Bref, ça, c'est l'histoire de mes fils. Mon fils a quand même fait, même si c'était une première grossesse, il a quand même fait une petite jaunisse. Ce que ça veut dire, c'est que ma conjointe a eu le temps de produire une certaine quantité d'anticorps anti-Rhesus plus et elle a attaqué notre garçon. Donc, elle lui a transmis des anticorps IgG qui s'attaquaient à ses globules rouges et en attaquant les globules rouges, ça les a détruits. Puis quand on détruit les globules rouges, ça libère la bilirubine, puis ça cause l'espèce de jaunisse. D'accord? Mais là, je vais revenir à l'exemple plus général. Donc, il y a un enfant Rhesus+, la maman est Rhesus-. Lors du premier accouchement, donc, bébé naît, mais là, la mère est en contact avec le Rhesus+. Ce que ça fait, c'est que la maman développe une mémoire immunitaire, okay, donc des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes T mémoire, contre le RH+. Mais là, il n'y a pas de problème parce que le bébé a été accouché, il n'est plus en présence de ces anticorps-là. Mais là, deuxième, troisième, quatrième grossesse, chaque bébé qui va être RH+, okay, rappelez-vous, la maman transmet des IgG via son placenta. Les IgG sont normalement là pour protéger le bébé, mais là, le problème, c'est que les anticorps transmis par la mère s'attaquent aux globules rouges du bébé. Et ça peut être très dangereux parce que ça peut entraîner la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, l'enfant peut mourir très tôt après la naissance, peut mourir littéralement dans le ventre de sa mère. Ça peut provoquer des fausses couches. Donc, il y a plein d'événements extrêmement tristes qui peuvent se produire suite à ça. Donc, pour éviter que tout ça se produise, c'est là où on administre le Winro au patient. Donc, je vais peut-être juste vous montrer. Là. Oui, c'était le fun, ça. Une anecdote intéressante. Là. Donc, le Winro, donc, ce sont des anticorps, mais ce sont des anticorps qu'on va récolter à travers les dons de plasma de patients. Donc, on récolte ces anticorps-là, on les purifie et on fait un médicament avec ça qu'on injecte par la suite. Puis là, regardez bien. Donc, un Australien de plus de 80 ans qui donnait régulièrement de son sang et de son plasma. Donc, lui produisait des anticorps dont on avait besoin et, dans le fond, tout le sang, tout le plasma qu'il a donné, tous les anticorps qu'on a récupérés à partir de cette personne-là, tout ça a permis de sauver, on l'estime, 2 millions de bébés. Donc, le gars, il peut se promener en Australie, puis à chaque fois qu'il voit une poussette, il peut se dire, ben, si cet enfant-là, ou si la mère de cet enfant-là a reçu le Winro, c'est peut-être grâce à moi. Okay? Fait qu'allez lire ça, c'est intéressant de savoir qu'une personne, avec ses dons de sang et de plasma, a pu sauver tant de monde. Ici, là, c'est la monographie du Winro. Donc, si vous voulez savoir un peu plus en détail ce que c'est le Winro, comment ça fonctionne, c'est super intéressant. C'est en français. Donc, ça, c'est un avantage aussi. Puis regardez le graphique. Le taux de mortalité pour 1000 naissances, dans les années 50, c'était presque un enfant sur 1000 mourait à sa naissance, des suites de la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, c'est quand même assez important. Mais quand là, on voit que
ça diminue avec le temps, jusque dans les années 70. Et quand on introduit le Winrow, boum, là, ça chute. Ça n'existe presque plus, ce problème-là, parce qu'on a utilisé le Winrow. Le Winrow a vraiment permis de sauver plein de gens, plein d'enfants qui auraient normalement été attaqués par les anticorps de leur mère. Et tout ça à cause du facteur Rhésus. Puis, comme je l'ai dit, moi et ma conjointe, c'est un peu ça. Moi, je suis B+, elle est O-. Donc, pour nos 2 enfants, elle a reçu du Winrow pour prévenir les jaunisses. Donc, ici, c'est juste une image qui le présente de la même façon. Donc, encore une fois, ça pourrait être moi, B+, ma conjointe O-. Ou elle pourrait être autre chose. Mais l'important, c'est que le résultat soit négatif. Et si le bébé est positif, donc il hérite de ma composante génétique, mais là, la maman pourrait développer des anticorps contre cet antigène-là, donc le Rhésus+. Puis lors d'une autre grossesse, elle lui transmet ces anticorps-là et ça peut provoquer des problèmes sérieux chez l'enfant. D'autres types de réactions, encore une fois, on est dans les hypersensibilités de type 2. Donc, on a le purpura thrombocytopénique idiopathique, quand même facile à dire. Dans ce cas-ci, ce sont les plaquettes sanguines qui sont détruites. Donc, vous produisez des anticorps qui vont détruire les plaquettes, appelées thrombocytes. Donc, ce qui se passe souvent, c'est un aptène, donc c'est un médicament qui pourrait s'attacher sur les plaquettes. Et l'aptène, normalement, vous vous rappelez, c'est une molécule qui est trop petite pour être immunogène, mais si elle se lie à une autre molécule, donc dans ce cas-ci à une plaquette, l'ensemble des deux devient immunogène et on va développer une réponse immunitaire contre ça. Myasthénie, maladie de Graves, je vais vous montrer une image pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, quand quelqu'un souffre de myasthénie, et là, il faut faire attention, des fois, vous allez voir dans la littérature, quand on parle de la myasthénie, on l'appelle la myasthénie grave. À ne pas confondre avec la maladie de Graves. Ça s'écrit presque pareil, mais ça, c'est vraiment le nom plus du chercheur qui l'a découvert, donc Graves, tandis que la myasthénie grave, c'est peut-être plus l'état de la chose. Donc, normalement, on parle de la myasthénie, là. Myasthénie, dans le fond, c'est une forme de paralysie musculaire. Donc, normalement, vous avez ça, vous devriez avoir vu ça, je crois, en corps humain 2 ou corps humain 3. Là. Donc, vous avez l'influx nerveux qui arrive, libération de neurotransmetteurs. Donc, dans ce cas-ci, c'est de l'acétylcholine. L'acétylcholine se lie à ses récepteurs et ça provoque la contraction musculaire. Donc, moi, chaque fois que je bouge mes bras ou n'importe quel muscle que je bouge, même ma bouche, il y a de l'histamine qui est libérée, mes muscles se contractent. Mais quand on a de la myasthénie, ce qui va arriver, c'est que les anticorps vont venir bloquer ces récepteurs-là. Donc, l'acétylcholine ne pourra pas se fixer et à ce moment-là, il n'y aura pas déclenchement de la contraction musculaire. Donc, la personne va être paralysée. Donc, ça, c'est une maladie auto-immune qui provoque des paralysies. C'est pas le fun. Pour ce qui est de la maladie de Graves, là, dans ce cas-ci, on s'attaque à la glande thyroïde. Les hormones de la glande thyroïde, il faut comprendre un petit peu le mécanisme. Encore une fois, je vous fais un petit dessin. Donc, pour la cascade hormonale, on a par exemple au niveau de l'hypothalamus, en dessous, on va avoir une glande là, qui a l'air de 2 glandes, ça a presque l'air d'une paire de testicules, ce que je fais, ou une paire de fesses, mais peu importe. On va avoir l'adénohypophyse. Puis, en dessous, on va avoir la thyroïde. Normalement, la cascade hormonale, l'hypothalamus va libérer une hormone qui va s'appeler la TRH. Ensuite, en réponse à ça, l'adénohypophyse va libérer une hormone qui va s'appeler la TSH. Et en réponse à ça, la glande thyroïde va libérer 2 hormones qui vont s'appeler les T3 et T4. Le chiffre signifie le nombre d'atomes d'iode qu'on retrouve dans l'hormone. Donc, ces hormones-là, par la suite, vont aller faire leur travail. C'est des hormones qui contrôlent le métabolisme. Donc, si on en produit trop, on fait de l'hyperthyroïdie, pas assez de l'hypothyroïdie. Mais normalement, quand les hormones T3 et T4 sont produites, il y en a une partie qui retourne au niveau de l'hypothalamus et il va y avoir ce qu'on appelle une rétro-inhibition. Donc ici, on va venir dire à l'hypothalamus, OK, arrête de produire de la TRH, on fonctionne. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Quand on a la maladie de Graves, on va le mettre en rouge,
c'est qu'il y a des anticorps qui vont venir se coller sur la glande thyroïde et eux vont non pas la bloquer, la glande thyroïde, mais ils vont l'activer. Donc, elle va produire tout le temps les hormones T3, T4. Donc, même si les hormones T3, T4 reviennent faire de la rétroinhibition et qu'il n'y a plus de ces hormones-là qui sont produites, la thyroïde ne le sait pas. Elle pense qu'elle doit toujours en produire parce que les anticorps qui sont là la stimulent constamment. Donc, ça va être ça un petit peu qui va arriver quand on parle de la maladie de Graves. Donc, les anticorps vont stimuler fortement la glande thyroïde, puis on va faire de l'hyperthyroïdie, pardon. Donc, on va tout le temps avoir faim, on va tout le temps avoir chaud. Je pense que j'ai ça. Moi, j'ai tout le temps chaud, j'ai tout le temps faim. Voilà. Hypersensibilité de type 3, donc à complexe SIM1. Donc, un réseau d'anticorps et d'antigènes qui sont reliés les uns aux autres et qui vont ou qui peuvent se déposer à quelque part. Donc, au lieu d'être phagocytés, ils vont aller se déposer. Plusieurs types de maladies sont dus à des complexes SIM1. Par exemple, si vous avez des infections persistantes, par exemple la lèpre, la dengue, paludisme, hépatite virale, donc ce sont des micro-organismes qui sont difficiles à éliminer pour votre corps. Donc, il y a trop de ces antigènes-là. Beaucoup d'anticorps sont créés, ça fait des complexes SIM1. Maladies auto-immunes comme l'arthrite. Donc, les complexes SIM1 se déposent dans votre articulation. Ça crée de l'inflammation. Puis là, par exemple, l'arthrite, vous allez avoir de la difficulté avec vos doigts. Lupus érythémateux disséminé va être un exemple aussi. On va s'en prendre aux reins. Chez les personnes, par exemple, qui travaillent dans les fermes, les éleveurs de pigeons, donc qui inhalent beaucoup d'allergènes. Si vous travaillez dans une ferme, puis vous nourrissez les bovins, vos chevaux, peu importe, avec du foin, peu importe, puis vous inhalez ça beaucoup, ça peut créer de l'inflammation au niveau de vos poumons. Puis à ce moment-là, vous allez avoir des complexes SIM1 qui vont se former et ça peut créer des problèmes. On peut aussi avoir des complexes SIM1 qui se déposent dans les reins et on va causer ce qu'on appelle une glomérulonéphrite. Donc, on peut détruire une partie des reins, entraîner du sang dans les urines, etc. Donc, ces complexes SIM1-là vont causer plein de problèmes. Donc, on voit un petit peu ici ce qui se produit. Donc, on a le complexe SIM1 qui est ici. Normalement, ça devrait être éliminé. Donc, il y a des globules rouges qui peuvent les fixer, amener ça au foie ou à la rate, puis ça va être détruit. On pourrait avoir des phagocytes qui vont venir et vont les manger, mais parfois les complexes SIM1 vont venir se déposer dans les tissus et vont créer des lésions. D'autres choses qui peuvent être causées aussi, si un complexe SIM1 se dépose dans un vaisseau sanguin, les plaquettes vont venir s'y fixer, ça crée une thrombose, donc un caillot sanguin, ça peut être très dangereux aussi. Le type 4, donc l'hypersensibilité retardée, donc elle va prendre plus de temps, plus d'heures avant de se développer. Dans ce cas-ci, ce sont vraiment les cellules T qui sont impliquées. Un premier exemple, une réaction cutanée. Quand on fait le dépistage de la tuberculose, on peut venir injecter donc, les protéines de la bactérie. Et ce sont les cellules T qui vont venir réagir. Ça peut prendre quand même 24 à 48 heures avant de voir la réponse. Les personnes qui, par exemple, auront reçu dans leur jeune temps un vaccin contre la tuberculose vont avoir un test positif pour ça. Puis ça, c'est un petit peu plate pour vous, chers étudiants et étudiantes en soins infirmiers, parce que vous devez passer ce test-là, tout le monde. Mais si vous êtes une étudiante ou un étudiant qui arrive d'Afrique et qui a été vacciné, bien, les chances sont que vous avez été vacciné contre la tuberculose, donc vous allez être positif pour ce test-là, et on va vous demander d'aller passer une radiographie des poumons pour s'assurer que vous n'avez pas la tuberculose. Donc, on veut s'assurer que votre test positif est vraiment dû seulement au vaccin que vous avez reçu et non pas à la présence de l'infection elle-même. Donc, je donne des exemples d'hypersensibilité de contact. Puis, il y a des gens qui vont dire ou qui pensent qu'ils ont une allergie. Je peux comprendre que les symptômes sont similaires, mais la réponse immunitaire n'est pas la même. Par exemple, si vous réagissez à certains bijoux, dans ce cas-ci, la personne semble réagir à sa montre, ça pourrait être des boucles d'oreilles, un collier, peu importe. Moi, j'ai déjà eu un pendentif, puis j'avais toujours un spot quand je le portais, jusqu'à ce que je réalise que c'était vraiment le pendentif lui-même qui causait ça. Donc, même si on disait que c'était une allergie, ce n'est pas une allergie, ce sont les cellules T qui provoquaient la réaction. Même principe, si vous avez déjà été en contact avec l'herbe à puce, donc ne pas confondre herbe à puce et herbe à poux. L'herbe à poux, c'est vraiment une hypersensibilité de type 1, c'est le pollen qui vient irriter vos voies respiratoires, puis là, vous avez tous les symptômes qui viennent avec. Hypersensibilité de type 4 due à l'herbe à puce,
Donc, il faut être en contact avec la plante. Et à ce moment-là, ça va provoquer des lésions assez importantes, ok? Des bulles, ça va être gonflé, ça va être très irritant. Donc, tout ça va être dû à la présence d'une molécule dans la sève de la plante. Ça rentre dans votre peau, puis les cellules T n'aiment pas ça, puis provoque une grosse réaction. Il y a quelques années, j'ai eu ça. Donc, la photo que vous voyez là, c'est mon pied. Puis on voit, c'est pas super beau. Okay? C'était quand même limité comme surface. Okay? Il y a des gens que j'ai vus, c'était épouvantable. Il y en a qui en avaient sur tout le torse, okay? Sur toutes les jambes. Donc, il y a même des gens qui doivent se rendre à l'hôpital parce que ça fait quand même des lésions sur la peau. Et il peut y avoir des surinfections bactériennes là-dedans. Donc, il faut faire attention. Ça peut être dangereux plus qu'on le pense. Donc, moi, ça a pris 2 semaines avant que ça disparaisse. Je mettais de la calamine, le produit un petit peu rose qu'on utilise surtout pour traiter les démangeaisons de la varicelle. Là. Mais j'ai pas eu de plaisir. OK? Puis il faut savoir aussi que, par exemple, quand je dormais, ben, mes 2 jambes devaient être collées ensemble. Donc, il y a une partie de la sève qui a été transférée sur l'autre jambe. Puis, quelques jours plus tard, j'ai eu mes 2 jambes là, qui avaient cette réaction-là. Si vous marchez dans un environnement où il y a de l'herbe à puce, il faut laver vos chaussures, laver les bas, parce que la sève pourrait être présente encore là-dessus. Puis, si vous vous en rendez compte, okay, idéalement, peut-être essayer de vous laver avec de l'eau froide. Pourquoi l'eau froide? Parce que si vous vous lavez avec de l'eau chaude, les pores de peau vont s'ouvrir, puis la substance, la sève, va entrer peut-être encore plus facilement. Donc, vous allez peut-être avoir une réaction, mais ça peut être moins pire si on lave avec de l'eau froide. Mais tout ce qui est latex, okay, il y a des gens, encore une fois, qui vont dire qu'ils sont allergiques au latex. Techniquement, c'est pas vrai. C'est une réaction d'hypersensibilité de type 4. Donc, si vous avez par exemple des gants de vaisselle, des condoms, les cathéters, okay, ou tout autre objet en latex, c'est une réaction d'hypersensibilité. Les personnes là, vont réagir, puis c'est les cellules T, encore une fois, qui s'activent. Pour les maladies auto-immunes maintenant, une définition, c'est bien simple. C'est une maladie qui est due à une réaction de votre système immunitaire contre vous, donc contre vos propres tissus, vos propres cellules. Des exemples, diabète de type 1, sclérose en plaques, thyroïdite d'Hashimoto. Il y a plein d'exemples. Vous allez avoir plein d'exemples dans les diapos qui vont suivre. Il y en a une autre aussi, je pense, je n'ai pas parlé, mais je peux juste le mentionner ici. Donc, le vitiligo. Vitiligo, dans le fond, c'est une maladie auto-immune qui attaque la mélanine. Okay? Donc, dans le fond, ce qui provoque la pigmentation de votre peau et ça la détruit. Cette maladie-là peut affecter tous les êtres humains, mais les répercussions vont être plus visibles, on s'entend, pour une personne noire. Parce que là, ça va provoquer une dépigmentation de sa peau à certains endroits et on va voir clairement des taches plus pâles apparaître. Pour une personne caucasienne blanche, on va voir ça aussi, mais ça va être moins impressionnant que chez une personne noire. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qui est ici, okay, pour en savoir plus là-dessus sur les maladies auto-immunes. C'est super bien fait. Donc ici, vous avez des exemples de maladies auto-immunes classées en fonction soit d'un organe très spécifique qu'elles atteignent, ou parfois la maladie auto-immune va attaquer plusieurs tissus. Donc quand on parle par exemple de la thyroïdite d'Hashimoto, il y a juste la glande thyroïde qui est attaquée. Mais quand on parle du lupus érythémateux disséminé, donc à ce moment-là, donc le dernier en bas ici, ce sont plusieurs organes qui peuvent être touchés. Okay? Donc, vous pouvez regarder la liste qui est là. Il y a des exemples parfois assez intéressants, okay? Avec des noms bizarres, mais bon, on va passer. Certaines maladies auto-immunes, okay? Ça c'est important de le savoir aussi, peuvent être transférées, du moins temporairement transférées à l'enfant. Donc, encore une fois, il faut se rappeler, la mère, okay, via le placenta, peut transférer des IgG à son enfant. Si la mère a elle-même une maladie auto-immune, donc myasthénie grave, maladie de Graves, purpura thrombocytopénique, lupus, Fangicus vulgaris, donc ce sont toutes des maladies auto-immunes qui peuvent être transférées chez l'enfant. Donc l'enfant pourrait naître okay, avec une maladie auto-immune qui va être due à la présence d'anticorps de sa mère. Donc ça peut être réversible jusqu'à un certain point parce que si, par exemple, on le voit ici, si on procède à la plasmaphérèse, okay, donc si on traite le sang de l'enfant, donc on pourrait enlever les anticorps de la mère qui sont présents dans le plasma de l'enfant. Et à ce moment-là, on va retirer la source du problème. En faisant ça, par contre, on va enlever aussi les anticorps qui sont là pour protéger l'enfant.
mais c'est peut-être mieux de faire ça à court terme pour régler les problèmes là, liés à ces maladies auto-immunes-là chez l'enfant. Donc, des exemples de maladies auto-immunes qui auraient peut-être un lien avec le microbiote. Ça, c'est intéressant. Okay? Votre microbiote a plein de qualités, il vous est très utile, mais on est en train de réaliser qu'il peut avoir des conséquences ailleurs que sur votre tube digestif. Okay? Donc, on a fait un lien, okay? On croit avoir détecté un lien entre le lupus et certains micro-organismes du microbiote. Donc, on pourrait, par exemple, pour traiter le lupus, faire ou favoriser un changement du microbiote. Donc, si on réalise que telle bactérie entraîne une réaction ou une maladie auto-immune, souvent par réaction croisée, donc si on modifiait, changeait le microbiote, bien, on pourrait peut-être soit prévenir la maladie ou la traiter. Fait que ça, c'est intéressant. Même principe pour l'arthrite rhumatoïde. L'arthrite rhumatoïde pourrait être due à une réaction croisée due à des micro-organismes présents dans le système digestif des personnes. Donc, vous réagissez à certaines bactéries. Par réaction croisée, vos cellules vont maintenant s'attaquer à vos articulations. Okay? Donc, ça pourrait être une explication aussi. Je pense que je l'ai mis 2 fois, le lupus. Okay? Donc, vous voyez ici un petit peu. Juste peut-être attirer votre attention, là, on voit souvent un des symptômes là, typiques, ils appellent ça la forme de papillon là, sur le visage. Donc ça, c'est un symptôme vraiment caractéristique du lupus. Et la protéine en cause, ce serait une protéine qui s'appelle RO60. Donc, la réaction croisée, dans le fond, proviendrait des bactéries commensales de la bouche cette fois. Okay? Donc, il y a des bactéries de la bouche qui provoqueraient une réponse immunitaire. On a des cellules, là, il manque un I ici, là, à humaine. Donc, on a des protéines qui sont similaires à la protéine bactérienne. Réaction croisée, ça entraîne le lupus. Sclérose en plaques, même principe aussi. Dans ce cas-ci, dans le cas de la sclérose en plaques, c'est qu'on s'attaque à la gaine de myéline. Donc, vous avez, par exemple, un neurone avec la gaine de myéline. Donc, la gaine de myéline permet à l'influx nerveux de se propager plus rapidement. Puis là, il faut se rappeler, dans votre cours de corps humain 3, donc on a des protéines, des canaux sodium, potassium, qui permettent à l'influx nerveux de se propager, mais où il y a la gaine de myéline, il n'y a pas ces canaux-là. Donc, si la gaine de myéline est détruite par les anticorps, bien à ce moment-là, la transmission ne sera plus possible, donc l'influx nerveux va avoir la difficulté à se propager. Donc, ça se peut qu'il y ait une certaine forme de paralysie ou de diminution dans l'efficacité des mouvements. Comment on traite ou comment on peut traiter les maladies auto-immunes? Bien, souvent, il faut traiter soit les symptômes ou créer une immunosuppression chez la personne. Donc, par exemple, si quelqu'un fait soit de l'hypothyroïdie ou hyperthyroïdie, bien, si la maladie auto-immune provoque de l'hypothyroïdie, on peut supplémenter la personne en hormones thyroïdiennes, par exemple. On peut aussi avoir des médicaments qui bloquent l'activité des hormones thyroïdiennes quand on fait de l'hyperthyroïdie. Pour les gens qui font de l'anémie pernicieuse, okay, donc qui empêchent l'absorption de la vitamine B12, bien là, à ce moment-là, on peut leur injecter de la vitamine B12. Pour le lupus érythémateux disséminé, on peut faire de la chimiothérapie immunosuppressive, donc donner des médicaments qui vont stopper l'activité du système immunitaire. Mais là, encore une fois, si on prend des médicaments qui bloquent le système immunitaire pour contrer le lupus, mais il faut être conscient qu'on va peut-être être plus sujet à des infections microbiennes. Puis, il y a aussi plein de médicaments qui vont bloquer l'inflammation. Par exemple, pour les gens qui ont de l'arthrite. Donc, là, je donne l'exemple du Vioxx parce que moi, j'avais travaillé sur ce médicament-là qui a été retiré du marché parce qu'il y a eu des problèmes avec des patients qui ont eu des problèmes cardiaques suite à la consommation de ce médicament-là. Mais l'avantage du Vioxx, je vais juste faire une parenthèse là-dessus, si on le compare à d'autres anti-inflammatoires comme Advil, par exemple. Advil, si vous en prenez beaucoup, oui, ça va diminuer l'inflammation, mais ça va aussi détruire une partie de votre estomac, là, donc la couche protectrice, dans le fond, qui empêche votre estomac de s'auto-digérer. Donc, ça va détruire ça. Donc, éventuellement, vous allez faire des ulcères d'estomac. Mais le Vioxx, ce qu'il faisait, c'est qu'il bloquait une protéine qui était responsable de l'inflammation, mais il ne bloquait pas les cellules responsables de la production de ce mucus-là. Tandis qu'Advil, ça bloque, oui, la protéine qui crée l'inflammation, mais ça bloque aussi la production du mucus qui protège l'estomac, donc il y a des conséquences. Mais bon,
Troisième type d'hypersensibilité, donc les rejets de greffe. Donc HLA, encore une fois, c'est la même chose que CMH, c'est la même protéine. Donc greffe de tissu, greffe d'organes, on connaît la complexité de la chose. Il faut se rappeler ou il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des sites privilégiés dans votre corps. Donc des endroits dans votre corps où le système immunitaire a peu ou pas accès. Donc les rejets de greffe vont être limités. Par exemple, dans l'œil. Une greffe de cornée, souvent, on n'a pas besoin d'avoir un donneur et un receveur avec une compatibilité de 100% parce que l'œil est un site privilégié et à ce moment-là, le système immunitaire ira peu ou pas s'y attaquer. Même principe pour les testicules. Okay, les testicules contiennent les spermatozoïdes, puis les spermatozoïdes, normalement, seraient reconnus comme étant étrangers par le système immunitaire du garçon. Ce sont des cellules qui expriment des protéines que l'on produit seulement à partir de l'adolescence. Donc, éventuellement, notre système immunitaire pourrait les reconnaître. Donc, les testicules sont protégés du système immunitaire. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une blessure qui fait en sorte que du sang entre en contact avec les spermatozoïdes parce que sinon, la personne pourrait devenir stérile. Il y a aussi ce qu'on appelle des tissus privilégiés. Par exemple, les valves du cœur ne sont pas des endroits où le système immunitaire va vraiment aller créer des problèmes. Et ça rend possible des greffes qu'on appelle des xénogreffes. Je vais le voir dans quelques instants, où on peut remplacer des valves du cœur humain par des valves de porc. Juste pour vous montrer l'image à droite, ce que c'est. Donc, dans ce cas-ci, c'est une autogreffe. Donc, une greffe de mois à mois. Donc, je n'ai pas de danger de rejet. Ce que l'on a fait ici, c'est qu'on a pris de la peau. Donc, généralement, on va aller dans un endroit où il y a plus de peau. Puis, on peut s'en servir pour la greffer ailleurs sur le corps. Okay? Vous êtes un grand brûlé, vous avez eu un accident, par exemple, puis une grande partie de votre peau a été détruite. Donc, on peut prendre de la peau là où il y en a plus, au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. On peut la passer dans une machine qui va permettre de l'étirer. Donc, ça fait plein de petits trous, mais ça étire la peau. On vous greffe ça. Et éventuellement, tous ces petits trous-là vont se refermer avec les cellules qui sont autour. C'est un exemple d'autogreffe. Mais voyons voir justement les différents types de greffes. Donc, autogreffe, c'est de mois à mois. Pas de danger de rejet. Moi, je n'ai vécu 2 greffes comme ça. Greffe de gencive pour commencer. Donc, quand j'ai eu mes appareils dentaires, mes canines étaient trop avancées. Donc, si on les replaçait, il y aurait eu un petit peu moins de gencives à la base de mes dents. Donc, pour éviter que j'ai des problèmes, on a fait des greffes de gencives. Donc, ce qu'on a fait, le dentiste, a pris des échantillons de tissu dans mon palais, okay, et les a greffés à la base de mes canines. Donc, ça, c'est une autogreffe, pas de danger de rejet. L'autre que j'ai eu, c'est pour réparer mon ACL, donc mon ligament croisé antérieur du genou droit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bout de tendon de mon ischio-jambier, donc derrière ma cuisse, puis un tendon puis un ligament, là, les caractéristiques des tissus sont très similaires. Un tendon, ça relie un muscle à un os, des ligaments, ça relie des os entre eux. Mais bon, on a pris ce bout de tendon-là, puis on l'a utilisé pour réparer mon ligament croisé antérieur. Donc, encore une fois, pas de danger de rejet, une chance. Isogreffe, il faut avoir la chance d'avoir un jumeau ou une jumelle identique. Okay? Si vous êtes une paire de jumeaux, vous êtes un gars, une fille, vous n'êtes pas des jumeaux identiques. Des jumeaux identiques, c'est un spermatozoïde, un ovule. Il y a eu fécondation, puis il y a eu séparation des cellules à un moment donné. Donc, quand l'embryon a commencé à se développer, ça s'est détaché en 2 bébés et ce sont des jumeaux identiques, la même génétique. Donc, ce sont les seules greffes, les autogreffes et les isogreffes, ce sont les seules greffes qu'on peut faire sans danger de rejet. Celles qu'on voit le plus, ce sont les allogreffes. Donc, entre 2 personnes qui ne sont peut-être même pas liées par un lien familial. Okay? Donc, par exemple, quelqu'un décède dans un accident de voiture, il a signé sa carte de don d'organes, donc on récupère les organes, puis on vérifie, okay, c'est quoi la composition des CMH ou HLA présents sur ces organes-là, puis on essaie de trouver un donneur qui serait compatible. Donc, groupe sanguin compatible, CMH compatible, puis la taille doit être compatible aussi. Il ne pourrait pas greffer le cœur d'un adulte à un enfant de 6 mois. Okay? Donc, il faut qu'il y ait ça aussi. Xénogreffe, mais là c'est particulier, puis on en a glissé un mot avec les valves de porc, donc c'est une greffe qui provient des animaux. Okay? Donc 2 espèces différentes. Là, il y a plein de considérations éthiques à ça. Okay? Est-ce qu'on voudrait élever des animaux seulement pour en faire des espèces d'élevage à organes? Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des considérations
de maladies qui pourraient être transmises de l'animal à l'homme. Est-ce que, par exemple, si l'animal est porteur d'une maladie, puis on vous transmet, pas on vous transmet, mais on vous greffe l'organe, puis vous êtes contaminé, donc il pourrait y avoir des problèmes. C'est sûr, encore une fois, qu'on doit utiliser des animaux qui ont une taille et des organes similaires aux nôtres. Par exemple, bon, un grand singe, le porc est un bon exemple parce que le porc, de l'intérieur, les organes sont pratiquement les mêmes que chez l'humain. Donc, on pourrait prendre des organes de porc et les greffer à un humain si on réglait tous les problèmes de rejet et tout, parce qu'il y a quand même des protéines qui sont différentes. Mais il y a des études qui sont faites, par exemple, pour transformer le porc, modifier génétiquement pour qu'il ressemble le plus possible à l'humain ou qu'il n'exprime pas de protéines étrangères, etc. Donc, ça devient un problème très éthique. Si vous êtes contre ne serait-ce que l'utilisation des animaux pour la consommation, la viande et tout, donc j'imagine que vous êtes contre aussi l'utilisation des animaux pour avoir leurs organes et faire des greffes, mais en même temps, si c'est vous qui avez besoin d'une greffe, est-ce que vous allez changer d'idée ou est-ce que vous allez maintenir vos principes? Je serais curieux de le savoir. Donc, génotype et phénotype du HLA. Donc, on se rappelle, le génotype, c'est ce qu'on voit dans l'ADN et le phénotype, c'est ce qu'on voit à l'œil nu devant nous. Donc, par exemple, pour les CMH, c'est plusieurs gènes qui sont impliqués dans la production des CMH1 et des CMH2. Donc, vous recevez la moitié de votre bagage génétique de votre père et de votre mère. Donc, le mélange des deux peut faire en sorte que vous allez obtenir une partie des chromosomes de votre mère puis une partie de votre père. Donc, vous êtes maintenant un individu, mais à part entière, mais vous n'avez pas le même génome que votre mère, donc vous n'avez pas le même génotype, puis vous n'avez pas le même génotype non plus que votre père. Donc, ce que vous allez exprimer comme protéines à la surface de vos cellules, donc le phénotype, ne sera pas le même non plus. Donc, vous pourriez ne pas pouvoir faire un don d'organes à vos parents, même s'ils sont très près de vous, c'est eux qui vous ont conçu. Mais la génétique fait en sorte que vous pourriez quand même, ou vos organes pourraient être rejetés par vos parents et vice-versa. Les lois de la transplantation, juste pour expliquer un petit peu. Donc, si on a par exemple deux individus identiques, donc la greffe est acceptée. Donc, si on a un donneur et un receveur compatibles, ça va bien. Si c'est non compatible, on s'entend que la greffe est rejetée. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça, c'est un premier contact. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois avant que l'organe soit rejeté. Mais si on faisait la même chose quelques mois plus tard avec les mêmes souris, le rejet serait encore plus vite en raison des cellules mémoire. Donc là, vous avez toutes les combinaisons possibles. Qu'est-ce qui pourrait être accepté, qu'est-ce qui pourrait être rejeté. J'imagine que vous pouvez comprendre l'image. Ce qui est intéressant ici, puis particulier, c'est que parfois, ce n'est pas la personne qui reçoit l'organe qui rejette l'organe, mais des fois, c'est l'organe greffé qui rejette son hôte. Ça, c'est particulier, pensez-y. On appelle ça le graft versus host disease. Donc, la personne reçoit par exemple un rein et ce sont les cellules dans le rein qui rejettent les tissus de la nouvelle personne. Donc, ce qui va arriver ultimement, c'est que souvent les vaisseaux sanguins qui ont été attachés à l'organe vont être détruits. Ça va finir par tuer l'organe parce que l'organe va être privé d'oxygène et de nutriments. Mais ce n'est vraiment pas le système immunitaire du patient qui rejette l'organe, c'est bien l'organe qui rejette le patient. Ça doit être triste de savoir que ton organe te rejette. Donc, ici, c'est une petite expérience qui a été faite pour démontrer quelles étaient les cellules, cellules T, qui étaient les principales cellules impliquées dans le rejet de la greffe. Donc, l'expérience qu'on a faite, on a retiré le thymus à une souris pour ne pas qu'elle produise de nouvelles cellules T, et à certaines souris, on a injecté des anti-CD4, donc des anticorps qui vont neutraliser les cellules T CD4. Donc, les souris qui reçoivent des anticorps anti-CD4 n'ont plus de cellules T CD4 fonctionnelles. Les souris qui reçoivent des anticorps anti-CD8 n'auront plus de cellules T CD8 fonctionnelles. Et là, on regarde ça. On fait la greffe au jour 0. Là, on regarde la durée de survie du greffon. La souris contrôle, ça c'est la souris chez qui on n'a donné aucun anticorps. Donc, le rejet de greffe pour la souris contrôle se fait 2 semaines après la greffe. Donc, ça, c'est, disons, quasiment une réponse immunitaire normale. Ça se fait en 2 semaines. La souris qui a reçu des anti-CD8, le greffon a été perdu à peu près dans le même temps.
La souris qui a reçu des anticorps anti-CD4, le greffon a survécu sur une plus longue période. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ça? Okay, d'après vous, est-ce que ce sont les cellules T CD8 qui sont responsables du rejet de la greffe ou les anti-CD4? Bien, la réponse, les cellules T qui sont les principales responsables du rejet de la greffe, ce sont les cellules T CD4. Pourquoi? Parce que si j'ai donné des anticorps anti-CD4 à la souris qui est ici, ça veut dire que ces cellules T CD4 ne fonctionnent pas. Et ils ne fonctionnent pas, puis le greffon survit plus longtemps. Tandis que chez la souris qui a reçu des anticorps anti-CD8, les cellules T CD8 ne fonctionnent pas, mais les cellules T CD4 fonctionnent encore. Et on regarde ça ici, la souris qui a reçu des anticorps anti-CD8, le greffon est éliminé en même temps que la souris contrôle. Donc, ça veut dire que parce que les cellules T CD4 sont fonctionnelles ici, le rejet de greffe se fait en même temps. Donc, ce sont vraiment vos cellules T CD4 qui sont responsables des rejets de greffe. Ici, c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les principaux médicaments immunosuppresseurs qu'on pourrait, par exemple, prendre ou prescrire à un patient qui a reçu une greffe. Donc, souvent, les immunosuppresseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent la communication entre les différentes cellules immunitaires. Donc, on bloque la communication, donc les messages ne se rendent pas, et à ce moment-là, la réponse immunitaire n'est plus valable. Le dernier type maintenant de dysfonctionnement du système immunitaire, donc on parle des immunodéficiences. Il y en a deux. Les immunodéficiences que l'on dit primaires ou congénitales, ces immunodéficiences-là, bien souvent, vous êtes né avec. Vous avez ou vous souffrez d'une incapacité à produire des cellules B fonctionnelles, par exemple dans l'exemple de l'hypogamma-globulinémie. Donc, vos cellules B, ils sont produits, mais ils ne deviennent pas matures. Il y a un problème qui se passe. Vous pourriez avoir des personnes qui naissent sans molécules du complément. Il y a des personnes qui pourraient naître sans aucun système immunitaire. Donc, il y a des enfants qui naissent avec un syndrome qu'on appelle SCID. Donc, ça, c'est une incapacité à avoir un système immunitaire fonctionnel. Donc, bref, vous êtes né avec ça. Vous ne pouvez pas rien y faire. Donc, vous souffrez de cette immunodéficience-là. L'immunodéficience secondaire, bien là, c'est quelque chose qui arrive plus tard dans votre vie. Vous prenez, par exemple, des immunosuppresseurs. Donc, vous avez peut-être reçu une greffe, vous prenez des médicaments, votre système immunitaire est à plat. Vous prenez votre pompe orange pour l'asthme. Le Flovent a une activité anti-inflammatoire au niveau des poumons, mais ça pourrait altérer le système immunitaire au niveau de la bouche. C'est pour ça que vous devez vous rincer la bouche après avoir pris du Flovent. Vous pourriez avoir pris des médicaments ou par exemple de la chimiothérapie qui pourrait altérer votre système immunitaire. Ça pourrait être dû à de la malnutrition. S'il vous manque des éléments nutritifs essentiels à un bon fonctionnement du système immunitaire, vous manquez de zinc, de vitamine D, etc., de vitamine C, ben, vous allez avoir des problèmes immunitaires. Ça peut être un traumatisme. Là, quand je parle d'un traumatisme, c'est par exemple une lésion au niveau de la rate peut entraîner ça. Je ne l'ai pas écrit là-dessus, mais l'âge, juste vieillir. Votre thymus, plus on vieillit, plus il se remplit de lipides. Donc, il va être de moins en moins efficace. Donc, l'âge est un facteur d'immunodéficience. Puis, il y a certaines maladies comme la mono, le VIH, qui cause le sida. Le VIH s'en prend à vos cellules T CD4, puis personne ne sonne l'alarme, donc immunodéficience acquise. D'ailleurs, ça fait partie de l'acronyme SIDA, là, syndrome d'immunodéficience acquise. Puis, certaines formes de cancer, de leucémie vont altérer votre système immunitaire aussi. Donc, ce sont des immunodéficiences qui arrivent plus tard au cours de notre vie. Ça termine le chapitre et en réalité, ça termine même la session. Donc, vous avez le glossaire que vous pouvez compléter une dernière fois. Quelques renforcements des acquis avec un petit site intéressant sur les immunodéficiences. Et je termine sans vous expliquer avec une petite blague là, à saveur Facebook, mais ce sont des cellules immunitaires qui communiquent entre elles. Donc, vous pouvez essayer de déchiffrer c'est quoi les blagues, puis vous me les expliquerez quand vous aurez compris. Sur ce, bonne fin de journée.